Bonjour. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre l'étude de ce livre de Joanna Massier-Rochy, prendre un nouveau paragraphe qui s'appelle Découvrir ce que nous sommes. Alors, avant, je voudrais faire une introduction. J'ai l'impression qu'on se trompe parfois sur ce dont elle parle. On a l'impression qu'elle parle de l'écologie, qu'elle parle du triste état du monde, et c'est vrai, elle en parle, mais je pense que fondamentalement, elle parle de nous. Non pas nous dans le sens où on est habitué, c'est-à-dire elle ne nous parle pas de notre psychologie ou elle ne nous parle pas de notre émotionnel, mais elle nous parle de notre, au niveau du relationnel. Le relationnel avec nous-mêmes et les autres, et bien sûr le relationnel avec la Terre, avec le monde, avec ce monde dans lequel nous vivons et grâce auquel nous vivons bien sûr. Donc ce qu'elle nous dit, c'est que suivant la relation que nous avons, suivant la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, si nous nous voyons nous-mêmes comme on va dire un jeu dans une petite boîte ou dans une coquille, un peu comme les bigorneaux, voilà, on est à l'intérieur de la coquille, bien protégé, bien séparé du monde extérieur. Ou si on se voit comme une cellule vivante dans un tout vivant, un grand ensemble avec lequel nous pouvons ou nous pourrions en tout cas vivre harmonieusement, et bien suivant la façon dont nous nous voyons, nos façons de vivre, nos façons de faire, de penser, d'exister vont être complètement différentes. Et elle souhaite nous emmener vers cette vision d'un élément dans un grand ensemble, élément vivant dans un grand ensemble vivant. Donc ce qu'elle propose en fait à travers cette vision du monde, c'est aussi une vision de nous-mêmes. Et c'est pourquoi j'ai choisi, donc aujourd'hui, alors je lis, je traduis en même temps, comme je l'ai fait pour les autres textes, de découvrir qui nous sommes. Parce qu'elle dit, lorsque nous faisons l'expérience de la profondeur et des limites vastes de notre expérience intérieure, nous venons à une seconde découverte, la découverte de ce que nous sommes. C'est la seconde découverte parce qu'avant, la première découverte, elle disait, c'est ce que nous savons et ce que nous ressentons. Et elle dit, donc là je reviens sur la première chose, c'est sa définition en fait du bodhisattva. Elle dit, lorsque nous reconnaissons notre chagrin pour le monde, nous revenons à la signification de base, en tout cas dans nos langues occidentales, du mot compassion, c'est-à-dire souffrir avec. Lorsque nous souffrons avec le monde, nous sommes dans le chaudron de la compassion qui est là, qui nous attend, et à ce moment-là, nous nous reconnectons avec nous-mêmes. Et elle dit découvrir qui nous sommes, c'est être des expérimentateurs de la compassion. Et que le bouddhisme a un terme pour ce type d'être, c'est le bodhisattva. Le bodhisattva, qui est le modèle de la conduite héroïque, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui serait un salut, une libération privée, personnelle. Ça, je crois que c'est vraiment la base et qu'il faut vraiment le comprendre parce que tous les textes traditionnels nous le disent. On ne se libère pas soi tout seul parce que nous sommes reliés, parce que nous sommes dans cette interconnexion sans fin avec tout ce qui existe. Le bodhisattva, c'est celui qui reconnaît cela et qui sait qu'il n'y a pas de libération individuelle. Il ou elle ne se tient pas à l'écart de la souffrance ou à l'écart du monde, n'essaye pas de s'échapper du monde, mais revient encore et encore vers le monde pour le bien de tous les êtres. Parce que le bodhisattva sait qu'il n'y a pas de guérison, de salut possible sans une connexion totale avec soi-même et avec les autres. Les sutras nous disent que nous sommes tous bodhisattvas et que notre interconnexion fondamentale est représentée par cette image extraordinaire, et là je la suis, c'est pour ça que j'ai choisi ce passage, par l'image extraordinaire du filet d'Indra, du filet de joyaux d'Indra. C'est comme un modèle holographe de l'univers que nous voyons apparaître maintenant dans les sciences contemporaines. Dans alors, je ne sais pas comment traduire, dans cette voûte ou dans cette canopée en fait du filet d'Indra, chacun d'entre nous est un joyau
avec de nombreuses faces comme ceci, qui se trouvent à chaque nœud du filet. Vous voyez, comme un filet de pêcheur, il y a des mailles qui se relient comme ça, et à chaque nœud du filet, il y a un joyau, et ce joyau a de multiples facettes, et chaque joyau reflète tous les autres. Ça, c'est le recevoir de notre vie. Et chaque joyau redonne et est reflété et redonne sa lumière à tous les autres. Donc, nous sommes dans ce mouvement de recevoir et donner. C'est ce qui me touche dans ce filet d'Indra. C'est cette lumière qui va de l'un à l'autre, et chacun augmentant sa lumière augmente la lumière générale. Lorsque moi j'augmente ma lumière, je reçois plus et je donne plus. Donc dans ce mouvement du donner et recevoir, c'est là que nous trouvons le modèle de notre vie. C'est là que nous pouvons entendre le son de la terre avec un grand T, qui pleure avec nous-mêmes. Et ces pleurs ne sont pas seulement les nôtres, ce sont les pleurs de toutes les mères qui regardent leur enfant enfoui sous des décombres. Ce sont les pleurs des mineurs navajos dans les mines d'uranium qui apprennent qu'ils vont mourir d'un cancer. Nous sommes, comment dire, ces fils entrelacés, entremêlés dans une tapisserie entière de la vie, et ceci c'est l'écologie profonde. Toute la vie comme une tapisserie, et tous ces fils sont entremêlés en fait. Aucun n'existe tout seul, c'est impossible. Nous faisons tous partie de cette grande tapisserie de la vie, du monde, reliés à nous-mêmes, reliés à chacun de ceux qui existent. Oui, bien sûr, le mineur d'uranium Navajo, il se retrouve là dans l'uranium qu'il y a près de chez moi, au bord du Rhône, pour une centrale nucléaire. Chaque mère qui pleure, chaque père, chaque personne qui pleure la mort d'un enfant, d'un proche, etc. C'est moi aussi qui vais pleurer aussi. Et donc, nous sommes reliés dans cette grande tapisserie de la vie. Et elle dit, ce qui se passe alors, lorsque nous réalisons cela, le filet d'Indra, la façon dont nous sommes reliés dans cette tapisserie, c'est ce que chaque grande religion a cherché à offrir, un changement, un shift, un changement d'identification, un changement de notre moi isolé vers un sens plus large de ce que nous sommes vraiment. On comprend cela pas seulement dans une expérience spirituelle, mais aussi en termes scientifiques, dans le développement de l'évolution du vivant. Au fur et à mesure que les formes vivantes évoluent sur cette planète, nous allons non seulement dans le sens de la diversification, mais dans le sens de l'intégration aussi. Ça veut dire que nous nous diversifions, on le voit bien, on est parti d'une seule petite cellule quelque part, donc nous nous diversifions, mais aussi cette diversification entraîne et oblige à une intégration de tout ce qui existe. Elle dit que ces deux mouvements sont complémentaires et se renforcent l'un l'autre. Ce sont des systèmes ouverts qui s'auto-organisent et qui intègrent grâce à leur différenciation. C'est parce que nous sommes différents que nous pouvons intégrer les autres, les êtres, les rochers, les montagnes, le blé, que sais-je, les insectes. Et c'est aussi parce que nous avons cette interaction que nous allons nous différencier de tout ce qui existe. Et au fur et à mesure que nous, c'est-à-dire nous les êtres, nous le vivant, nous évoluons, et bien progressivement, nous abandonnons nos coquilles, notre armure et comme des boîtes séparées. Nous devenons plus fragiles, plus sensibles, plus vulnérables à travers les yeux, les lèvres, les doigts, qui nous permettent aussi de mieux nous connecter et de mieux recevoir des informations, de façon à mieux tisser nos découvertes de toute la vie. Au fur et à mesure, donc nous avons commencé comme des petites cellules, et puis après, petit à petit, tout ça s'est emboîté dans des formes rigides, solides, de protection. Le problème, c'est que nous avons encore un petit peu en mémoire cette forme de protection, et que nous restons parfois dans des coquilles, nous restons rigides, nous mettons une armure, et alors qu'au contraire, c'est en abandonnant cette armure, c'est en évoluant
au fil de notre vie peut-être, que nous arrivons à être plus vulnérables, mais ça veut dire aussi qu'à travers la peau, à travers notre corps, nous pouvons entrer en contact avec tout ce qui existe. Donc nous renforçons notre différenciation et en même temps nous renforçons l'intégration de tous les êtres. Si, dit-elle, si nous sommes tous des bodhisattvas, c'est parce que cette impulsion à nous connecter, cette capacité à intégrer les autres et à nous intégrer à travers les autres, cela est notre véritable nature. J'ai trouvé ça beau parce que j'ai trouvé que c'était une définition du bodhisattva que je ne connaissais pas à travers le cycle de la vie, l'évolution du vivant, et qu'il y a cette impulsion à intégrer tout ce qui existe et à vivre à travers tout ce qui existe, et cela c'est notre véritable nature. Dans son livre L'écologie et l'homme, Paul Shepard, c'est un auteur environnementaliste qui a été à la base beaucoup de ce qu'on appelle l'écologie profonde, c'est-à-dire l'écologie qui va toucher, en fait, nous toucher profondément, nous, dans notre perspective de nous-mêmes. Donc il écrit: nous sommes cachés de nous-mêmes, nous nous cachons de nous-mêmes à travers nos structures de perception. La forme de nos pensées, notre langage, nous encourage à nous voir nous-mêmes, ou voir une plante, ou voir un animal, comme une sorte de quelque chose d'isolé, comme ça, une chose qui est contenue dans des limites. Alors que l'épiderme de la peau est écologiquement comme la surface d'une mare ou comme le sol de la forêt. Ce n'est pas une coquille, mais plutôt une délicate interpénétration. C'est intéressant parce que si on voit chaque chose séparée comme ça, bien sûr, on essaye, parce que ça ne marche pas, on essaye de se rassurer en pensant qu'on est séparé, qu'on est entouré, qu'on est solide en fait. Mais pas du tout. Bien sûr, on le voit bien à chaque moment. Nous sommes vulnérables, nous sommes complètement vulnérables. Et plus nous cherchons à nous isoler, et plus nous sommes vulnérables. Et le problème, c'est que notre forme de pensée, notre langage, avec ce « je » comme ça, omniprésent, nous fait croire à un je séparé. Alors qu'il nous dit, nous ne sommes pas une coquille, nous sommes une partie vivante de tout cet ensemble vivant. Et il nous appelle à avoir, ça c'est joli comme phrase, il nous appelle à avoir foi dans notre biologie même. Donc nous commençons à voir qu'un changement d'identification non seulement nous libère de notre prison de l'ego, mais aussi qu'elle nous libère de ce compartiment très étroit qui est l'humain par rapport à tout ce qui est non humain en quelque sorte. Alors elle parle d'un autre écologiste de l'écologie profonde qui s'appelle John Seed et qui dit que en fait nous pouvons essayer de sortir de notre espèce en fait, sortir de notre espèce d'être humain. Il nous dit cela: lorsque les êtres humains par leur recherche voient à travers les couches de chérissement, enfin les couches d'amour de soi que nous avons, cet amour du je que nous avons, il se passe un changement profond dans leur conscience. Leur aliénation par rapport au monde diminue et s'efface. Cet être humain n'est plus un outsider, une espèce à part. Notre humanité est reconnue alors comme étant le dernier chapitre, la dernière étape en quelque sorte de l'existence du vivant. Le vivant s'est empilé comme ça, et puis l'existence humaine, l'être humain qui se voit comme un je qu'il adore, séparé du reste, l'être humain en fait ce serait comme le dernier chapitre d'un livre de l'évolution, ou la dernière étape de toute cette évolution. Il dit à ce moment-là, vous arrêtez de vous identifier seulement avec cette étape ou avec ce chapitre, et vous commencez à entrer en contact avec vous-même en tant que vertébré, en tant que mammifère, en tant qu'espèce qui n'a que récemment émergé de la forêt primaire. Lorsque ce brouillard d'amnésie, l'amnésie qui nous coupe de nos racines réelles, lorsque ce brouillard d'amnésie disparaît, se disperse,
il y a une transformation dans votre relation avec les autres espèces et dans votre attention à elles. Les milliers d'années de séparation imaginées entre nous et tout le reste du monde et toutes les autres espèces, les milliers d'années de séparation imaginée se terminent et vous pouvez commencer à vous souvenir de votre véritable nature. C'est-à-dire que ce changement est un changement spirituel. C'est ça ce que je voulais dire, c'est là qu'elle nous emmène en fait, Johanna Roshi Massey. De prendre soin du monde parce que nous avons besoin de ce changement spirituel pour réaliser qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes vraiment. Et il dit, donc ça c'est John Seed, il nous dit, ce changement est un changement spirituel. Lorsque nous pensons comme une montagne, eh bien cela s'appelle l'écologie profonde. Au fur et à mesure que notre mémoire revient, il y a une identification avec toutes les formes de vie. Est-ce que vous vous rappelez de votre enfance en tant que rocher, en tant que lave? Les rochers contiennent cette possibilité de se tisser eux-mêmes avec tout ce qui existe. Nous sommes des rochers dansants. Voici ce que j'avais envie de partager. Il y a beaucoup d'autres choses parce qu'elle nous dit que voilà, ça c'est la réalisation de notre véritable nature, la réalisation de notre nature de bodhisattva, la réalisation que nous sommes un élément rattaché, relié, tissé en fait, avec tous les autres éléments et que la libération, le salut, la joie profonde ne peuvent venir que dans cette réalisation de qui nous sommes vraiment. Et à ce moment-là, nous pouvons avancer avec tous les êtres. Merci.